Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, d'avoir un invité, exceptionnel parce que c'est un professeur d'économie, monsieur, Alain Tranois. Bonjour Alain. Bonjour Tanguy. Alors Alain est professeur, d'économie, agrégé, docteur, membre aussi du cercle des économistes, et la raison pour laquelle, aujourd'hui j'échange avec, Alain Tranois, c'est qu'il a écrit un livre absolument, passionnant que je vous recommande, qui s'appelle «Patrimoine des Français, le grand retour de la terre dans le patrimoine des Français». Et dans ce livre, eh bien, Alain Tranois fait une étude poussée du patrimoine des Français et on va en parler, dans cet entretien. Il regarde pourquoi est-ce que la Terre a fait un retour dans le patrimoine et il y a un sous-titre qui est intéressant, qui pique un peu la curiosité, qui dit: «C'est une bonne nouvelle». Alors, première question que je voulais, vous poser, Alain, c'est, vous avez, vraiment fait une étude approfondie sur le patrimoine des Français. Déjà, quel regard est-ce que vous portez sur le patrimoine des Français? Alors, je précise tout de suite d'emblée que ce livre a été écrit avec Étienne Vasmer, hein, qui est professeur à Sciences Po et à l'Université de New York à Abu Dhabi. Et donc, moi, je suis professeur à l'École d'économie d'Aix-Marseille et en même temps membre de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, le premier regard qu'on peut porter sur le patrimoine des Français, c'est qu'il est important collectivement, si on raisonne d'une manière agrégée. Donc, il y a effectivement des gens très riches, il y a des gens qui n'ont pas de patrimoine. Mais si on raisonne à l'échelle de la nation, eh bien, on a un patrimoine très important et qui représente de 6 à 7 fois le revenu national. Donc, ce qu'on a en stock, en richesse, représente 6 à 7 fois ce qu'on gagne une année donnée. Donc, c'est considérable et je pense que c'est quand même fondamentalement une bonne nouvelle. On préfère être riche qu'être pauvre. On envie les riches. On a pitié des pauvres, mais à tout prendre, enfin, collectivement, il vaut mieux être riche. Et c'est une nouvelle qui est importante parce que quand on regarde un peu dans le passé, vers il y a 40 ans, dans les années 70, dans les années 60-70, la France était relativement pauvre. Elle s'était considérablement appauvrie après les deux guerres mondiales, à la suite également de la crise de 29 et de la période d'entre-deux-guerres qui n'avait pas été brillante sur le plan économique. Et donc, à cette époque-là, la totalité de la richesse rapportée toujours au revenu national ne représentait que 3 fois. Donc on est passé de 3 à 7 et c'est considérable. Donc il y a effectivement, heu, ce n'est pas souvent suffisamment mentionné, la France est riche, en patrimoine et c'est donc un atout. Alors c'est vrai que c'était en plus, assez surprenant finalement. Les Français se rendent pas toujours compte parce que, on va dire que dans la presse, dans les médias, souvent un discours beaucoup plus pessimiste. En fait, par ramené par habitant, on est souvent plus riche qu'un certain nombre de nos voisins européens. Ce qui est assez étonnant. Donc, il y a un peu une dissociation entre le patrimoine, on va dire, et le simple dynamisme économique. Alors, c'est vrai que quand on regarde le patrimoine des Français, il y a énormément d'immobilier, il y a aussi pas mal d'assurance vie. Donc, de l'assurance vie qui aujourd'hui rapporte plus vraiment. Sur le patrimoine immobilier, est-ce qu'aujourd'hui, c'est surtout ce patrimoine immobilier qui a permis aux Français de s'enrichir? Alors ce que c'est ça, c'est absolument vrai, en particulier pour la classe moyenne, pour la classe moyenne supérieure qui possède donc une grande partie de son patrimoine, jusqu'à 70-80 sous forme immobilière. Donc je dirais, mathématiquement, effectivement, c'est la croissance des prix immobiliers qui, permet d'expliquer cette augmentation de la richesse. Alors évidemment, à la base, pour être riche, il faut quand même épargner. Donc il faut, souligner que la France a un taux d'épargne élevé, certes derrière celui de l'Allemagne, les Allemands épargnent 18 de leurs revenus, les Français, c'est plutôt 15. Mais quand vous épargnez 15 de votre revenu chaque année, ça représente quand même beaucoup. Alors là aussi, il y a bien sûr une hétérogénéité très importante. Pratiquement les 4 premiers déciles du revenu n'épargnent pas, mais il n'empêche que globalement encore, en raisonnant à l'échelle de la nation, donc le fait que les Français épargnent beaucoup plus que, par exemple, que les Britanniques et beaucoup plus que les Américains, eh bien, in fine, évidemment,
ça finit par se voir. La deuxième chose, c'est effectivement la, la croissance de la valorisation des actifs dans lesquels vous investissez. Donc, sur la bourse, il y a eu, je dirais, les Français n'investissent pas beaucoup en bourse. Ce sont parmi ceux qui investissent le moins en bourse euh, dans les grands pays occidentaux. Par contre, 2 tiers de la richesse est détenue en immobilier. Et dans l'immobilier, ben, l'immobilier, c'est constitué de 2 parts. C'est constitué d'une part, je dirais, du bâti, c'est constitué de la partie vraiment immeuble, de ce qui a été construit, ce qui a fait l'objet d'un effort d'investissement. Et puis, il y a quelque chose auquel on ne pense pas toujours, mais c'est le sous-jacent, c'est la terre sur laquelle on a bâti le logement, on a bâti des entrepôts, on a bâti des bureaux, des zones industrielles, etc. Et toute cette valeur de la terre est très importante, ça représente 1 tiers de la richesse française. 1 tiers de la richesse française, c'est la richesse du sol français. Alors le calcul, ouais, du coup, c'est qu'un tiers, si on regarde au global, c'est à peu près moitié-moitié, c'est ça ce que vous expliquez dans votre livre. Il y a donc un tiers, c'est donc vraiment la terre, le non bâti, et puis de l'autre tiers, du coup, c'est la version bâtie, donc la partie immeuble. Donc pour donner un ordre de grandeur, enfin un exemple très concret, là on ne parle pas que de terres agricoles, hein, là, c'est par exemple la très forte Non, valeur, ce que vous dites, c'est beaucoup les terres urbaines finalement. Donc quelqu'un qui a un appartement à Paris ou une maison dans une métropole régionale, une énorme valeur en fait de son bien, c'est pas tellement la construction, les pierres, les briques, c'est surtout la valeur du sol en fait. absolument. Et sans doute, enfin, quand vous achetez une maison, grosso modo, on peut penser que la valeur du foncier, la charge foncière, comme on dit dans le jargon immobilier, ça représente de 30-40%. Et en fait, au fur et à mesure que l'immeuble vieillit, eh bien, en fait, cette charge foncière, si vous êtes dans une région où ça se valorise, c'est-à-dire les grandes zones urbaines, les zones maritimes, les stations de sport d'hiver, pour l'essentiel, eh bien, progressivement, au fur et à mesure que votre immeuble vieillit, la part de la terre va augmenter. Et donc, on peut avoir, après, sur Paris, des parts de la valeur de la terre qui peuvent augmenter de 60-70%. Donc, il y a, je dirais, un gradient temporel. Plus l'immeuble est ancien, sauf exception, évidemment, c'est une règle générale, et plus la part de la terre augmente. Je voudrais revenir quand même sur un paradoxe parce que les Français sont quand même connus pour essayer d'éviter au maximum les impôts. Donc d'où on voit bien l'intérêt de l'assurance vie du livret A. Euh, c'est plus étonnant pour l'immobilier. Aujourd'hui, quand même, l'immobilier, l'impression, c'est que, et peut-être vous allez me contredire, c'est que finalement, c'est assez taxé, à la fois parce qu'il y a des taxes quand on y habite, mais également parce qu'il y a des taxes encore plus importantes quand, par exemple, on va faire de la location. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, l'immobilier est taxé en France? Est-ce qu'il est beaucoup taxé selon vous en France? Ou est-ce qu'il est mal taxé? Comment est-ce que vous voyez la taxation de l'immobilier? Alors, si on prend la taxation globale de l'immobilier, au total, ça représente à peu près 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, c'est à la fois la taxe foncière. Je rappelle qu'il n'y a plus de taxe d'habitation. Donc, il reste la taxe foncière qui est payée à 2 tiers par les ménages et 1 tiers par les entreprises. Vous avez les droits de mutation à titre onéreux, les fameux, dans l'essentiel des frais de notaire qui pèsent sur les transactions immobilières. Vous avez ensuite les taxes sur les loyers, donc à la fois au titre de la CRG, CSG, du CRDS et en même temps de l'impôt sur le revenu. Vous avez ensuite, pour les gens riches, vous avez maintenant l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et puis vous avez aussi l'impôt sur les plus-values immobilières qui pratiquement ne porte pas sur la résidence principale, mais sur les autres types de résidences. Tout ceci, quand on fait tout le calcul, ça représente 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, c'est grosso modo par rapport à la valeur. Alors, si je prends la valeur
total de l'IMIO en France qui est à peu près de 14 000 milliards d'euros, 14 000 milliards d'euros, ça représente moins de 0,5%. Donc c'est quand même, c'est quand même, disons, une taxation qu'on peut appeler réduite et qui est en tout cas plus faible que la taxation sur les revenus des financiers. Et donc, je dirais que c'est plutôt une bonne opération sur le plan fiscal. Et je rappelle simplement que les, aux États-Unis, simplement pour donner un ordre de grandeur, vous avez ce qu'on appelle la property tax, qui est une taxe sur la propriété individuelle et qui s'étage, le taux dépend des États américains. Ce n'est pas un impôt fédéral, c'est un impôt au niveau des États. Et donc, vous avez, par exemple, Hawaï qui taxe peu, au type de 0,4-0,5%. Vous avez la Californie, où il y a une loi qui a été passée depuis les années 70 qui impose que le taux de cette property tax ne dépasse pas 1%. Ouais. Et puis, vous avez d'autres États, comme la Pennsylvanie, par exemple, d'autres États sur la côte Est, où ça peut monter jusqu'à 2%. Donc, on peut dire, si vous voulez, grosso modo, ce n'est pas une provocation que je fais, mais on taxe à peu près la France globalement, si on prend l'ensemble de ces taxes, qui ne sont pas optimisées, mais on taxe un petit peu comme Hawaï. Ouais, tout à fait. Alors, donc je croyais qu'on n'en avait pas parlé avant l'interview, donc c'est vraiment drôle, parce que donc on parle beaucoup d'investissement immobilier aux États-Unis sur la chaîne, parce que donc moi j'ai moi-même investi et je suis toujours propriétaire de maisons aux États-Unis. Et effectivement, je me suis amusé à faire le calcul parce que c'est vrai que, alors j'ai pas de maison dans le New Jersey, ils sont quasiment à 96%, je crois, de taxes foncières. Oui, c'est Je suis ça, dans, je suis peut-être confondu. D'accord, oui. dans l'Alabama où c'est beaucoup plus réduit. Et je me suis amusé à faire un petit calcul. Si en France, je devais payer l'équivalent de la taxe foncière sur un niveau moyen américain, même pas 2%, mais disons juste 1%, ça multiplierait ma taxe foncière par 4 Mm. et un montant qui serait énorme. Donc là, ce serait, je pense que si on faisait x4, ce serait le soulèvement. Mais c'est vrai que du coup, paradoxalement, et peut-être aussi parce que l'immobilier en valeur absolue en France est quand même globalement plus élevé, toutes choses égales par ailleurs que dans des pays comme aux États-Unis, où finalement la valeur moyenne d'un bien encore plus rapporté à la surface est finalement est beaucoup plus faible. C'est vrai qu'en France, on pourrait arriver sur des montants vraiment beaucoup plus significatifs. Euh, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, quand même, du coup j'en profite parce qu'on en parle. Aux États-Unis, je suis toujours surpris. Moi, sur mes propriétés, donc j'ai une property tax, donc l'équivalent de la taxe foncière, qui est indexée sur la valeur réelle de mon logement. Donc elles sont estimées chaque année, ce qui paraît tout à fait normal aux États-Unis. Mais pourtant, ce qui paraît très compliqué en France, on parle souvent de la difficulté de revoir les bases locatives. Alors, du coup, la façon de calculer est différente. Mais on a l'impression qu'en France, c'est très compliqué, alors qu'aux États-Unis, c'est simple. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Alors, est-ce qu'il y a une raison pour ça? Euh, je vais juste prendre un exemple un peu dans le passé, dans les années 90, j'étais professeur à Cergy, et euh, on avait rencontré à l'époque, avec un autre collègue, euh, la sous-préfète du Val d'Oise, qui nous avait demandé de faire une étude sur l'évolution des prix dans le Val d'Oise et qu'est-ce qui amenait, quelles étaient les aménités publiques qui importaient. Est-ce que c'était les écoles? Est-ce que c'était la criminalité? Est-ce que c'était les hôpitaux? Est-ce que c'était la proximité aux routes, etc. Et donc, bon, je ne vais pas être technique, mais on a été les premiers en France à l'époque à faire ce que faisaient les Américains depuis longtemps, c'est-à-dire des études hédoniques. On cherche à partir des prix de marché, qui sont sur les prix, sur les biens immobiliers, à regarder quels sont les prix, en fait, implicites des différentes caractéristiques qui importent pour un bien immobilier. Par exemple, je ne sais pas si pour un appartement, c'est à quel étage vous êtes, le nombre de pièces, la présence
de salle de bain, le fait qu'on ait un ascenseur ou pas, etc. Enfin, voilà, ces caractéristiques-là. Ça s'appelle faire l'analyse hédonique. Aux États-Unis, depuis au moins les années 70, c'était, je dirais, traditionnel de faire ça, à tel point que quelqu'un qui voulait contester le montant de sa base d'imposition au titre de Ce la qui est possible property d'ailleurs, tax, ouais, moi tout ça, je l'ai fait. pouvait appeler des experts et, je dirais, dire, ben, selon ces experts qui emploient ces méthodes statistiques, la valeur de mon bien n'est pas ceci, mais cela. Et en France, quand on a présenté ce travail à cette sous-préfète, euh, eh bien, elle a dit, je ne crois pas à vos résultats. Parce qu'on montrait que la qualité des écoles importées, etc. Enfin, bref. Donc, je dirais que la France est en retard dans son étude sur l'immobilier. Et une des raisons, c'était que jusqu'à une date très récente, les bases de données n'étaient pas disponibles. Ça a changé. Et donc maintenant, en particulier avec les chercheurs, ont maintenant accès à des grandes bases. Après, je citerai une deuxième raison, c'est que au niveau de l'inspection générale des finances, au niveau enfin, disons de la direction de la législation fiscale, euh, il y a, disons, beaucoup de gens qui ont fait des études de droit à un niveau élevé, et qui sont des cerveaux brillants, qui n'ont pas fait d'études d'économie. Euh, donc ça change maintenant un peu à l'IGF. Et donc, il y avait une méfiance par rapport à, je dirais, aux méthodes économiques, aux méthodes économétriques, une moins grande familiarité. Euh, et donc, on est simplement en retard. Alors, ce que je peux dire, c'est que malgré tout, on n'est plus en 1990, mais en 2020, et que maintenant, les nouvelles bases vont quand même, alors ce ne sont malheureusement pas des valeurs de marché d'acquisition, on cherche les loyers, mais on sait que malheureusement, enfin c'est une idée banale, mais qui n'a pas encore eu du mal à percer, c'est le fait que tous les biens font l'objet d'échanges, pas à une périodicité régulière, mais ils font tous l'objet d'échanges. Par contre, tous les biens ne font pas l'objet d'une location. Il y a beaucoup de biens pour lesquels vous n'avez pas de valeur, parce que le marché n'est pas là, parce que, etc. Bon, bref, ça c'est je dirais, une, une donnée de base qui aurait dû aussitôt se dire, bah, si on a des données de marché sur 100% des unités qui sont sur 100% des logements, alors que si on prend les loyers, on en a que pour 60%, au maximum peut-être, eh bien, il vaut mieux s'intéresser à la première base plutôt qu'à la seconde. Bon, ce raisonnement simple de la part d'un économiste, il a encore du mal à percer, mais je suis confiant. Les idées économiques progressent, donc on, on est du côté, disons, on est du côté de l'histoire, je dirais. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, genre, je vois aux Bon. États-Unis des sites comme Zillow permettent d'avoir l'estimation de n'importe quel bien de manière assez fiable. En France, on voit que Meilleur Agent, sans leur faire de la pub, il faut aussi un travail exceptionnel pour avoir une idée vraiment précise des valeurs des biens. D'autant plus que si je ne dis pas de bêtises sur les valeurs locatives, toutes choses égales par ailleurs, quand même, les valeurs locatives rapportées aux valeurs des biens ont quand même tendance à être plus faibles dans les centres que dans les périphéries. Ce que je veux dire par là, c'est que en général, dans les centres, les rendements locatifs vont être un peu plus faibles que dans les périphéries. Donc, en Exact. plus, on va dire que d'un point de vue de progressivité sociale, est-ce que de prendre la valeur de l'immobilier plutôt que la base locative, ce ne serait pas aussi, entre guillemets, plus progressif en tout cas? Alors, là, vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement, les rendements sont plus faibles au centre de Paris que, par exemple, en banlieue, en grande banlieue. Euh, mais justement, il y a une sorte de, disons, les taux de rendement dépendent de la géographie, dépendent de la localisation. Et d'autre part, les taux de rendement ont eu tendance à baisser en France, disons, avec la faveur de la hausse des prix, qui a été une hausse des prix de l'immobilier, mais pas du tout dans la même proportion de la hausse des loyers. On n'a pas forcément, enfin, bon, aux États-Unis, c'est un peu différent. En tout cas, on n'est pas il y a des phénomènes de bulles, mais il n'y a pas sur ce phénomène, disons, tendanciel d'accroissement de l'écart entre les prix et les loyers.
Ce qui fait que peut-être que taxer les prix ou taxer les loyers revient peut-être plus au même aux États-Unis qu'en France. Alors, après, il y a toujours l'argument de la veuve de l'île de Ré, c'est-à-dire que si on a une propriété qui a pris de la valeur, et si on a un propriétaire qui est âgé, dont la retraite n'est pas forcément très importante, euh, il y aura peut-être des difficultés éventuelles à acquitter sa taxe foncière. Euh, bon. Et donc, il y a des arguments, disons, sur le plan théorique, il y a des arguments pour et contre en disant est-ce qu'il faudrait plutôt une taxation sur les loyers ou une taxation sur les prix. Mais en tout cas, si on pense que les prix sont trop élevés en France, si on pense qu'ils favorisent l'inégalité à l'accès à la propriété, ce qui semble fortement vérifié, c'est-à-dire que tout simplement, parmi les déciles du bas de la distribution des revenus, il y a, je dirais, de moins en moins de propriétaires. Et par contre, dans les déciles élevés de la distribution des revenus, il y a de plus en plus de propriétaires. Donc l'inégalité à l'accès à la propriété se renforce. Donc, il me semblerait quand même qu'il y a des arguments distributifs assez forts pour s'orienter vers une taxation sur la valeur. Mais bon, il y a des résistances et Surtout dans un pays de propriétaires. dans un pays de propriétaires, il y a des résistances et il y a des arguments d'économie politique qui peuvent aller contre. C'est-à-dire que, bon, voilà. Néanmoins, c'est vrai que ce décrochage, on en parle un peu moins maintenant, mais beaucoup plus forcément quand il y a eu des protestations sociales de gilets jaunes. J'étais quand même frappé par ce qui se disait à l'époque, hein, on va dire dans la contestation, de gens qui étaient plutôt dans la classe moyenne, comme vous dites, donc des gens qui pouvaient gagner 4 000 euros, donc qui étaient vraiment pas du tout sur les classes populaires, on dirait, hein, mais vraiment des classes moyennes pour qui finalement, au-delà des questions de perception d'injustice fiscale, on sentait quand même que ce fait de potentiellement ne plus pouvoir accéder à la propriété, d'être bloqué un moment, euh, était vraiment senti comme un déclassement. Et Absolument. que, voilà, on n'est même plus dans le placement, je veux dire, là, c'est même plus rationnellement le placement, il y a vraiment voilà, quelque chose qui est, on va dire, un acquis, c'est presque un acquis social, mais si on travaille, si les travaille dans un foyer, qu'on a un revenu qui est supérieur à la moyenne, bah, on attend de pouvoir être propriétaire. Absolument. Et le fait d'avoir à s'éloigner du centre de la zone d'emploi, euh, qui est la France est divisée à peu près en 300 zones d'emploi, et le centre de la zone d'emploi, c'est la ville-centre dans lequel vous avez les emplois, mais aussi les services. Vous avez les médecins, vous avez les médecins spécialistes, etc. Enfin, donc, et donc, le fait de devoir s'éloigner pour pouvoir devenir propriétaire est considéré comme une relégation. euh, et enfin, pour une partie d'entre eux. Certains peuvent effectivement être très contents d'être à la campagne et d'éviter la pollution, etc. Mais en tout cas, ça peut être vu comme une relégation et donc, comme vous le dites, un déclassement social qui retentit sur les études politiques. Alors du coup, pour revenir au cœur de la proposition, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'on a quand même beaucoup d'impôts sur l'immobilier, mais finalement, là, les 60 milliards dont on parlait, c'est réparti dans plein d'impôts un peu différents. Certains qui taxent plutôt le stock, d'autres qui taxent plutôt la mobilité, comme les frais d'acquisition, les frais de notaire. Aujourd'hui, votre proposition, c'est un peu de rationaliser ça et de changer la base, en fait, concrètement. Oui, on se dit que sur ces 60 milliards, si on dit, bon voilà, partons sur ces 60 milliards, ne cherchons pas à taxer plus ou taxer moins, pas un euro, pas un centime de plus, mais on dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une base plus, qui, qui soit plus performative pour l'économie du pays? Eh bien, le raisonnement qu'on a, c'est de dire, il vaudrait mieux uniquement taxer la partie terre de l'immobilier et qu'on ait une pure taxe foncière
aujourd'hui, on a le mot qui est attaché à la taxe qu'on paye, c'est une taxe foncière. Mais en fait, dans cette taxe foncière, ça taxe l'ensemble du bien immobilier, que ce soit de la propriété, des bâtis, ou bien que ce soit la terre. Et donc, notre proposition, c'est de dire, si on arrive à valoriser quelle est la terre qui est sous-jacent d'une, d'un logement, d'une usine, d'un bureau, il faudrait être taxé que la terre. Alors pourquoi? Alors, la première raison, c'est une raison connue par les économistes depuis, qui réfléchissent depuis le XVIIIe siècle, c'est le fait que c'est une base qui ne va pas bouger beaucoup avec la taxe. En effet, si vous avez quand vous taxez, si la base se réduit, eh bien, on considère que il y a un effet, et cet effet est mauvais pour l'économie. C'est Là, le il y a une grosse trop d'impôts tue l'impôt. voilà, c'est ça. Mais trop d'impôts tue un peu l'impôt, c'est déjà négatif pour l'économie. Et donc, l'immobilier, enfin, la terre possède cette propriété unique, c'est qu'elle n'a pas été produite. Quand vous faites un impôt, sur la partie bâtie, heu, prenons par exemple, historiquement, l'impôt sur les portes et fenêtres, qui a existé jusqu'en 1926. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Français ont réduit le nombre de fenêtres et ont fait des toutes petites fenêtres, à tel point que Pasteur et ses successeurs se sont, inquiétés de la mauvaise ventilation dans, les maisons, françaises qui pouvaient, déjà à l'époque, avoir des répercussions sur l'état de santé. Et donc, il faut bien voir que cette possibilité, elle n'existe pas pour la Terre. La Terre, elle est là, donc elle ne va pas se rétrécir. Et d'autre part, vous ne pouvez pas partir avec un morceau de votre morceau de votre lopin de terre sous le bras à l'étranger. Donc ça, c'est aussi une propriété très importante. La terre n'est pas transférable à l'étranger. Et donc, c'est une base qu'on appelle inélastique, inélastique au taux de taxe. Bon, ça, c'est la première grande propriété. Le deuxième intérêt, c'est que ben, vous avez une base très large. J'ai parlé de 7 000 milliards. 7 000 milliards qui comprend, donc, quel que soit l'usage. Donc, si on taxait à 1%, quel que soit le propriétaire, ça rapporte déjà 70 milliards, déjà plus que les 60 milliards. Et 1%, ça ne représenterait, comme la Terre ne représente grosso modo que 50%, ça ne représenterait que 0,5% de la valeur totale de l'immobilier. Donc, on sait bien que tous les spécialistes de finances publiques, tous les professeurs de droit et d'économie se rejoignent pour dire il vaut mieux un impôt à taux réduit sur une base très large. Et là, on a une base énorme. Donc, le premier chapitre de notre ouvrage, qui est publié chez Odile Jacob avec Étienne Vasmer, c'est 7000 milliards avec un point d'exclamation, parce que euh, c'est le fruit de 10 années de recherche. Non, ce n'est qu'assez récemment qu'on s'est rendu compte de l'énormité de cette base que ça représente. Juste pour donner un ordre de grandeur, l'ensemble de la production, enfin l'ensemble du capital euh, qui serait simplement dans les machines, dans les brevets, euh, ne représente que 1500 milliards. Donc si on excède, si on met de côté l'immobilier d'entreprise. Donc c'est tout petit, hein. Notre richesse, je dirais, industrielle, entrepreneuriale, en stock, en valeur, elle ne représente pas beaucoup par rapport à cette richesse terre. Donc ça, c'est l'idée majeure du livre, et ça permettrait, en plus, à mon avis, une meilleure gestion de l'immobilier, une meilleure gestion euh, des... ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent sur le marché de l'immobilier. Alors Alors, ça, j'en c'est vraiment citerai. intéressant. On va venir dessus, mais quand même juste une remarque pour les gens qui nous écoutent. Le côté inélastique, c'est intéressant en soi, mais ça l'est encore plus maintenant dans un monde complètement ouvert. On voit bien que dès qu'on veut taxer des choses mobiles comme des capitaux, même certaines grandes fortunes qui ont des patrimoines financiers, même des entreprises,
on se rend compte que finalement, la base a tendance à se réduire. Donc là, c'est quand même un avantage énorme pour ce type d'impôt. Est-ce que vous n'aurez quand même pas peur que, j'ai envie de dire, pour des Français, ce soit pas un peu, je caricature, mais un peu la double peine. Donc ceux qui se disent, non seulement l'immobilier est cher, mais en plus, je vais payer beaucoup d'impôts dessus. Bon, alors, sur la deuxième remarque, je vais payer beaucoup d'impôts. Là, je propose pas dans cette, disons, «petite réforme» entre guillemets, par rapport à une autre réforme qu'on propose ou ça, mais restons sur cette petite réforme. Les gens ne paieraient pas au total un centime de plus que ce qu'ils payent aujourd'hui. Ils le paieraient sous la forme d'un seul impôt, donc évidemment, ça serait peut-être plus visible que, ce qu'ils payent aujourd'hui selon différentes, modalités. Mais, heu, alors évidemment, on peut dire, quand on est plus riche, heu, est-ce qu'on a envie, de faire décroître le taux? Ou bien est-ce qu'on accepte que le taux reste le même, heu, en se disant: «Bah, oui, il y a une petite partie qui ira financer, l'ensemble des dépenses publiques, l'ensemble des dépenses sociales, de la nation». Heu, j'observe simplement que, par exemple, s'agissant des successions, bah, par le raisonnement que je tiens depuis, avec vous depuis une demi heure, la France a forcément des niveaux d'héritage qui, sont de plus en plus élevés et donc on pourrait se dire: «Bon, ben, d'ailleurs le montant des droits de succession, heu, en termes de recettes publiques ne fait qu'augmenter. Il est passé de 10 à 15 milliards en une dizaine d'années et on pourrait se dire: «Bon, ben, oui, c'est normal puisqu'on est plus riche. Avec les mêmes taux, ça va rapporter plus». Donc, les économistes s'étaient dit: «Tiens, il y a peut-être», les économistes du Conseil d'analyse économique avaient dit: «Bah, peut-être que c'est une occasion d'augmenter ce type d'impôt et de diminuer d'autres impôts». Eh bien, on constate que les, différentes propositions qui sont présentées par les candidats à l'élection présidentielle ne partent pas dans cette direction-là. Ils disent: «Parce que vous êtes plus riche, eh bien, on va vous taxer moins». Donc, effectivement, c'est c'est je peux pas répondre sur le comment peut être la réception en disant: «Parce que vous êtes plus riche, vous pouvez payer un peu plus d'impôts» ou «Parce que vous êtes plus riche, non, non, comme même en maintenant le taux en euros, ça va faire des montants plus importants et il faut absolument diminuer ces montants». C'est-à-dire là, c'est une réaction psychologique que sur lequel, en tout cas, l'économiste doit prendre en compte et l'homme politique encore beaucoup plus que lui, puisque lui, il se présente devant les suffrages. Mais est-ce que ça permet de contrebalancer tous les autres arguments qui peuvent être mis en ligne pour appuyer cette réforme? On peut se poser la question. En tout cas, je vous remercie en tout cas de me donner l'occasion d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un débat. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il n'y a pas uniquement ce constat et cette idée, c'est que derrière, vous creusez, il y a beaucoup d'avantages, en fait, qu'on peut espérer, d'effets positifs sur la société, tant sur le volet social, on va dire de progressivité, mais même écologique, d'emprise au sol, on va dire un peu d'optimisation aussi, parce que forcément, en taxant plus, eh ben, on va encourager les gens à en faire un meilleur usage. Forcément, si je prends un des exemples qui sont cités, si vous avez un logement vacant et que demain vous êtes plus taxé dessus parce qu'on ne vous taxe pas sur vos revenus locatifs, mais juste sur le fait de le détenir, bah, vous allez être plus, avoir un incentive à en faire quelque chose, à en faire une production économique ou à le vendre. Absolument. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut quand même souligner, c'est quels sont les graves défauts, disons, de la gestion de notre patrimoine immobilier aujourd'hui. Je dirais que d'abord, on a un taux de vacances qui est très important, qui est plus important que dans les autres pays. Il est de plus de 8. En Grande-Bretagne, il serait aux alentours de 3, en Allemagne aussi. Alors, bien sûr qu'on peut parler quelque part d'un sous-emploi frictionnel. Heu, votre locataire part avant d'en retrouver un autre forcément et cetera. Bon, donc Le temps de il y faire des a travaux. voilà tout ça, donc c'est normal qu'ils ne puissent pas être Mmh. occupés à 100 tout le temps. Il y a ce qu'on appelle des frictions.
Alors, d'ailleurs, il faudra peut-être s'interroger sur est-ce qu'on pourrait diminuer ces frictions par ailleurs. Mais euh, c'est quand même un problème parce qu'on parle beaucoup du mal logement, on parle beaucoup du fait que il y a dans des zones où on a des difficultés à se loger, mais je constate quand même qu'il y a, mettons que comme en Allemagne, en Grande-Bretagne, il y a 3% de frictionnel, il y a quand même 5% de logements qui sont plus ou moins vacants et dont on ne fait rien. Or, qu'est-ce que ça veut dire un patrimoine qui ne sert à personne? Il ne sert pas à son propriétaire, il ne lui apporte pas de revenus, il ne sert pas à un locataire éventuel, et donc il ne sert à personne. Donc c'est du gâchis. C'est C'est une juste du aberration gâchis. économique, écologique, à tout point. Voilà. Donc, de tous les points de vue, c'est un gâchis collectif. Donc, il est évident que si vous taxez la détention, quel que soit l'usage, eh bien, vous dites, bon, voilà, je paye déjà 1%, en tout cas pas de mon bien, mais 1% de la valeur de la terre, donc grosso modo 5,5%, quel que soit ce que je fasse, bon, il faudrait peut-être que je me dise, est-ce qu'il y a des manières de tirer un revenu? Si vous pensez qu'il n'y a pas de locataire, ou si vous pensez que vous serez pas en mesure de gérer le risque locatif, ou vous pensez ça sera trop cher pour remettre en état, enfin, pour trouver sur le marché, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, bon, est-ce que je peux l'occuper moi-même? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça intéresse mes enfants? Est-ce que ça intéresse les gens que je connais? Donc, si ça n'intéresse pas quelqu'un de votre entourage, vous allez dire, je vais le vendre. Et donc, ça va mettre plus de biens sur le marché. Et vous allez avoir des gens puisque forcément, il y aura une contrepartie qui vont se dire, tiens, moi, je peux en faire quelque chose, soit pour l'occuper, soit pour le vendre, soit pour le rénover, soit éventuellement pour le démolir et pour récupérer la parcelle. Donc, on aura une optimisation du parc. Moi, ce que je trouve, on parle beaucoup de construction de logements, mais avant de construire de nouveaux logements, optimisons notre parc. Et donc, il me semble que cet impôt, donc ramassé sur la terre, concentré uniquement sur la valeur de la terre, c'est une manière de mieux gérer non seulement notre parc logement, mais aussi notre stock de terre, de façon à ce que, eh bien, on soit économe dans l'utilisation des terres dans les fonctions urbaines, que ce soit professionnel ou à titre de logement. Oui, tout à fait, parce qu'on a tous en tête des exemples, j'en ai beaucoup, de logements pas optimisés, donc soit des personnes qui ont des logements beaucoup trop gros, trop grands pour eux, soit des logements pas occupés, soit des gens qui sont pas au bon endroit, donc des gens qui ont pas forcément un besoin d'être en centre-ville, mais qui vont l'occuper alors que d'autres, et c'est vrai que alors, on n'aura pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais c'est vrai qu'en France, voilà, on a vraiment l'impression que c'est pas géré, alors que c'est un des problèmes principaux des Français. Est-ce que, on va arriver à la fin de cet entretien, mais on pourra encore en parler des heures. Est-ce que, je rappelle hein, le titre de votre livre, hein, Le grand retour de la Terre dans les patrimoines, avec Étienne Vasmer aux éditions Odile Jacob. Est-ce que le sous-titre de ce livre, c'est Et c'est une bonne nouvelle? Est-ce que vous voyez une bonne nouvelle dans l'adoption de cette idée ou dans les programmes économiques des candidats à la présidentielle? Est-ce qu'il y a des candidats voilà, qui se rapprochent, on va dire, de vos propositions, ou est-ce que vous voyez des échos positifs de certains candidats à vos propositions? Donc, notre livre est sorti le 19 janvier. Euh, et donc, on l'a envoyé à, pas tous les candidats, on l'a envoyé à la moitié des candidats qui se présentent. Euh, Certains nous ont répondu pour dire qu'ils le liraient avec beaucoup d'intérêt. Euh, mais donc, ça n'a pas eu le temps de percoler. Donc, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. J'ai un collègue, Pierre Cahu, qui est spécialiste d'économie du travail, qui a dit que toutes les idées qu'il avait en économie du travail, ça a mis 10 ans pour percer. Et quelquefois, certaines n'arrivent pas à percer. Donc, je dirais que c'est plutôt à cet échelon-là, cette échelle-là, d'ailleurs, on le dit dans le livre, il faut, il faut que le débat s'installe. Après, il y a des problèmes de mise en œuvre importants. De toute façon, ça ne serait que, il faudrait une mise en œuvre tout à fait progressive. Donc, on n'est pas là à demander du jour au lendemain, on se mette à adopter ce type de réforme. Non, je pense que c'est quelque part une sorte de révolution, euh, petite révolution, sur lequel on aimerait qu'il y ait un débat,
Et ce qu'on espère, c'est que lorsque les circonstances seront plus favorables, lorsqu'il n'y aura pas des problèmes d'urgence comme ça a été avec le Covid, là maintenant la malheureuse affaire ukrainienne, quand on sera revenu, disons, dans une situation un peu plus, je dirais, normale, on pourra de nouveau aborder des débats de fond. Il y a beaucoup de débats de fond à aborder en France et j'espère qu'il y aura des gens qui seront pour, il y aura des gens qui seront contre, il y a des gens qui seront mitigés, il y a des gens qui demanderont à être convaincus. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y aura un débat de fond et qu'il n'y aura pas de tabou en se disant, oh là là, peut-être que parce que les propriétaires seront contre, certains propriétaires seraient contre, aussitôt on n'aborde pas le sujet. En France, il y a plein de sujets plus ou moins tabous, et donc à force de jamais soulever les couvercles, la marmite finit, peut exploser. Et donc j'espère qu'on pourra aborder ce débat lorsqu'on parlera d'écologie, lorsqu'on parlera du zéro artificialisation net, en disant, bon, voilà, il ne faudrait plus que les villes s'étendent, lorsqu'on parlera des problèmes du logement, euh, lorsqu'on parlera des problèmes, je dirais, de renforcement de notre capital productif, lorsqu'on pourra parler d'industrialisation, lorsqu'on voudra parler du fait que les salaires sont faibles en France, etc. etc. Donc, j'espère qu'il y a plein de facettes. Cette type de réforme peut être entrevue avec différentes perspectives et j'espère que le débat pourra avoir lieu. Et donc, je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion euh, de faire en sorte que ce débat puisse émerger et qu'il y ait de véritables controverses sur ce type de sujet. Merci beaucoup, Alain Tranois. Donc si vous aussi, vous êtes intéressé par le débat politique, si vous pensez que, le système fiscal peut être amélioré, qu'il faut que également on puisse, déporter des impôts, pour favoriser la croissance, la production, et je vous encourage vivement donc à lire, ce livre donc, Le grand retour de la terre dans les patrimoines, écrit par donc Alain Tranois et Étienne, Wassner, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.